On parle de 19 000 enfants victimes au Royaume-Uni. Oh là là. Bon, si vous avez vécu dans une caverne ces derniers temps, sachez que au Royaume-Uni, ça chauffe assez salement. Si on s'en base à des informations qui nous parviennent, on a des méchants blancs qui font la chasse aux musulmans. On va essayer d'avoir un peu plus de recul que ça et essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Donc on va remonter un petit peu tout ça. Alors, il y a eu donc la première actualité en fait qui crée, c'est en fait ce mouvement de quasi guerre civile, c'est peut-être un peu fort, mais bon, c'est quand même assez violent, voilà. C'est que l'Angleterre a été frappée d'un terrible événement, puisqu'il y a un jeune homme, comme on dit dans la presse, qui a été attaqué des enfants directement, qui s'est pointé avec un couteau de cuisine. Et pendant un événement, je crois que c'était un truc de danse avec Taylor Swift, et plein de gamines qui étaient là. Le gars s'est pointé et il a planté toutes les gamines qu'il croisait. Donc résultat, 3 petites filles sont mortes. Donc les noms sont BB King, 6 ans, Elsie Dot Stancombe, 7 ans, et Alice da Silva Aguiar, 9 ans. C'est horrible. Les 3 sont mortes et il y a eu 8 autres gravement blessés et 2 adultes blessés. Puis alors on parle même pas de tous les autres enfants qui ont vu cette scène et qui vont C'est-à-dire qu'il a mis des coups de couteau dans une dizaine d'enfants, quoi. Ouais, il les a plantés, il s'est pointé, il a planté tout le monde. Alors le gars en question, il est britannique dans sa citoyenneté, c'est un immigré de seconde génération puisque ses parents sont rwandais. Et l'un des problèmes qui va vraiment mettre le feu aux poudres, c'est ce côté où c'est à nouveau un immigré. Nous, on le transpose en France parce qu'à chaque fois, on dit oui, donnez les noms. En Angleterre, c'est à peu près pareil, mais l'Angleterre a un passif beaucoup plus complexe que ça, qu'on va reprendre aussi. Alors, bon, quand vous regardez la presse, comme d'habitude, c'était un jeune homme de 17 ans, tout à fait normal, très gentil. J'ai retrouvé des citations, c'était un enfant de cœur, très calme et introverti. Voilà. Donc, voilà, à chaque fois, on nous fait le même discours. Jusqu'au drame. Voilà, c'est exactement ça. Alors, ce qui se passe du coup automatiquement, donc face à cette actualité, d'abord il y a eu le choc, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que de manière un peu spontanée, les Anglais, les Britanniques, le Britannique de base, populaire, blanc, est sorti manifester face à cette attaque. Ça a été un peu fait de, voilà, vraiment c'était spontané. Il n'y a pas eu de partis politiques qui ont appelé à ça. D'ailleurs, il n'y a pas de parti politique identitaire au Royaume-Uni comme on peut en avoir par exemple avec Zemmour en France. Ou des discours à la Marion Maréchal, etc. En Angleterre, il n'y en a pas. Nigel Farage même se vantait d'avoir réussi à éviter de tomber dans le piège de parler de tout ce qui était identitaire, etc. Donc c'est vraiment une voix qui n'est vraiment pas beaucoup écoutée au Royaume-Uni aujourd'hui. Et donc, la comparaison va être un peu osée, mais c'est un peu comme avec les Gilets jaunes. Mais Nigel, lui, il est clairement pour une fermeture des frontières. Il est pour une régulation de l'immigration, mais il n'y a pas un discours identitaire. C'est vraiment ça qui, voilà, en fait, le discours identitaire n'existe pas pour autant. Tu vois, un Zemmour va aller plus loin que de parler contre l'immigration. Ah oui. Il va rentrer dans l'art de l'islam, voilà. Il n'y a pas un discours de sauver l'Angleterre chrétienne. Exactement. Ce discours-là, politiquement en tout cas, n'est pas représenté. Ok. Et donc, quand politiquement quelque chose n'est pas représenté dans un pays, généralement, ça finit dans la rue. Et vous allez voir le contexte, et c'est pour ça qu'il est très important. C'est un Rwandais, donc il est chrétien. On n'est pas face à un islamiste, un énième islamiste, quoi que ce soit, qui fait cet acte-là, et pourtant la colère va se tourner contre des mosquées. Donc si tu veux, c'est un ras-le-bol général, ça c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et après on rentre dans le lard. Et t'as des gars qui n'avaient jusqu'à présent, qui font pas partie de groupes politiques, qui sont pas des militants quoi que ce soit, mais qui se mettent à tout casser et à se retrouver dans les groupes qui vont aller s'en prendre à une mosquée par exemple. C'est un peu l'élément déclencheur. Une petite donnée intéressante, c'est qu'il y a 20 ans, 90% de la population du Royaume-Uni était blanche. Aujourd'hui, c'est 70%. Donc il y a clairement un changement démographique et je pense que la colère vient de là. Et d'autant plus qu'on n'est pas comme dans un schéma français où il y a une forme de tentative de mixer un peu les populations. Là, au Royaume-Uni, c'est le communautarisme, chacun dans son coin et chacun vit selon sa culture. On n'est vraiment pas dans une tentative d'homogénéisation de la population. Alors, le grand méchant qui a été montré par les médias tout de suite de cette extrême droite qui manipule les foules pour dévoiler son racisme et son islamophobie, donc c'est un certain Tommy Robinson qui faisait partie de l'English Defence League.
Alors c'est son pseudo, j'ai plus son prénom, mais c'est pas grave, on va pas trop perdre de temps sur lui non plus. Et pourquoi on va pas perdre trop de temps dessus? Parce que je ne connaissais pas dans le détail sa vie et que quand tu cherches sur internet, je suis tombé, tu vas premier paragraphe Wikipédia, c'est écrit que c'est un adorateur. Enfin, tu vois, c'est compliqué de trouver des informations. Tu vois, c'est entre. Non mais quand tu regardes un peu, il a été condamné même avant pour des actes de violence, des trucs comme ça. Donc je pense pas que ça soit un enfant de cœur. N'est pas dans ce schéma-là. Mais pour autant, quand tu vois la façon dont sont tournées les informations, tu peux pas te dire que c'est du journalisme qui est neutre là-dedans. Donc, Ok, ouais. c'est en Parce tout qu'en cas, fait, là, voilà. pour résumer ce que tu es en train de nous expliquer, il n'y a aucun homme politique derrière ça. Il n'y a pas eu d'appel à manifester de la part d'un mouvement politique. Ça vient de la population, c'est pas une manipulation Il n'y a d'un pas un grand chef, en fait, Manitou, d'un qui chef, décide, voilà, qui on a sort demain à cette Je pense que heure-là, on ça va s'est pas passé prendre comme ça et des ça s'est fait drapeaux anglais. progressivement. Ça s'est fait progressivement. Ça a commencé par une manifestation de solidarité, d'agacement, de colère, etc. Et face au fait qu'il n'y ait aucune réponse à ça, qu'il n'y ait pas de politique qui s'exprime, qu'il n'y ait rien du tout, les gens pétaient les plombs, quoi. Et c'est là où c'est là où en fait c'est extrêmement important d'avoir tout le contexte et c'est là où je vais commencer à vous le donner. Parce qu'il faut pas oublier un truc, au Royaume-Uni, il y a un événement et c'est là qu'on en vient à nos histoires de mosquées. Un événement, c'est même plus qu'un événement, on parle de scandales à répétition que sont les grooming gangs. Est-ce que vous avez, vous savez ce que c'est tous les deux? Les grooming quoi? Gangs. Ah, J'ai entendu grooming parler gang. d'un scandale en Royaume-Uni d'étrangers qui avaient des réseaux un peu. Est-ce que ça a un rapport avec ça? Exactement. On parle de 19 000 enfants victimes au oh Royaume-Uni. là là. Enfin, c'est quand même assez costaud et très majoritairement une extrême surreprésentation dans ces grooming gangs de Pakistanais. Et dans les victimes, il y a une extrême représentation de petites filles blanches. Et c'est là où le débat ethnique rentre malheureusement en jeu. Effectivement, hein. Et quand tu vis dans une société avec des valeurs, des références communes, des façons d'interagir les uns avec les autres, des principes, si tu fais rentrer 20% de barbares dans la société qui n'ont pas du tout les mêmes repères, les mêmes principes, forcément, ça part en couille. Et puis surtout, tu prends les problèmes de ces groupes-là, c'est-à-dire qu'il y a des Pakistanais qui viennent, qui sont très gentils, qui travaillent bien, etc., qui posent aucun problème, c'est évident, mais dans leur propre population au Pakistan, ils ont déjà des problèmes d'abus sur les enfants qui sont énormes. Donc c'est normal qu'ils l'importent après au Royaume-Uni, ça paraît assez évident. Donc alors, je vais vous expliquer un peu plus ce que sont ces grooming gangs. Donc, en gros, les premières révélations, elles ont commencé à émerger au début des années 2000. Et là où ça a vraiment pris de l'ampleur, vraiment très forte, c'est en 2010 avec l'affaire de Rotherham, qui a attiré beaucoup d'attention nationale et internationale. Donc les enquêtes ont révélé que pendant plus de 16 ans, entre 1997 et 2013, environ 1400 enfants, donc pour l'affaire de Rotherham seulement, avaient été exploités dans cette seule ville. Et ça se passe comment en fait? C'est des kidnappings? C'est quoi le Alors, je disais, processus? les victimes, principalement donc des jeunes filles vulnérables qui étaient issues de milieux socio-économiques défavorisés blancs, donc typique voilà, de la petite fille ouvrière blanche hein, de cette classe-là, étaient souvent séduites par des jeunes hommes qui les isolaient, les manipulaient psychologiquement, puis les forçaient à des actes sexuels avec d'autres membres du gang, et parfois avec des étrangers contre de l'argent et d'autres formes de paiement. Ok, Et donc elle donc ma rentrait source chez là, elle, elle source disait The rien. Independent. The Independent, c'est une source très sérieuse en Angleterre, évidemment, au Royaume-Uni. Voilà. Donc en fait, ils importaient vraiment ces pratiques de manipulation de jeunes filles à des buts dont ils ont l'habitude de faire au C'est Pakistan. ça. C'est ça. Et il faut savoir, alors je ne sais pas si c'est exactement comme ça au Pakistan, mais il doit y avoir des liens. Mais par exemple, en Afghanistan, je sais que d'ailleurs, c'est un truc contre lequel luttent les talibans. Tu vois, c'est toujours compliqué de savoir qui est la victime dans ces pays-là aussi. C'est qu'ils ont un vrai problème là-dessus sur des remboursements de dettes. Tu peux en fait donner ton gosse, littéralement. C'est-à-dire que si tu as un petit garçon. Si tu as un petit garçon, tu peux le filer. Et si tu as une dette morale ou financière envers une famille, après, voilà, tu peux laisser ton petit garçon pour une nuit et ils feront avec ce qu'ils veulent. Donc il y a des cas comme ça. Et pour les talibans, tu vois, pour les talibans, les islamistes, bah même au Moyen Âge, on faisait pas ça. Mais pour les talibans, en fait, si tu veux, les talibans, bah automatiquement, ils sont contre tout ce qui est rapport homosexuel, etc. Et pour eux, c'est perçu comme ça. Et donc, c'est pour ça que tu vois, tu vas te retrouver avec des gars en Afghanistan qui vont être des réfugiés parce que les talibans veulent se débarrasser d'eux parce qu'ils font ça sur les petits enfants, tu vois. C'est très compliqué, du coup, ces schémas-là culturels, c'est un vrai merdier. Et comment, en fait, comment un gauchiste peut défendre l'immigration extra-européenne, ou du moins l'immigration de ces pays asiatiques ou africains ou du Moyen-Orient avec des valeurs
horribles comme celle que tu viens de nous donner. Parce qu'il est dans une négation des différences interculturelles qui peuvent exister. Il est dans cette négation-là et il va te dire que il y a des blancs aussi qui, tu vois, ce qui est vrai. Mais il va pas chercher à comprendre plus loin parce qu'il veut surtout pas qu'on puisse parler d'un groupe ethnique par rapport à un autre, tu vois. Il veut surtout pas en parler. Je pense qu'il y a aussi un facteur de qui est-ce qui émigre. Tu vois, je veux dire, c'est ce que disait Smaïl la dernière fois. Il disait, il y a des pays qui sont choisis, si tu veux, et c'est ce qu'il dit, pour reprendre les mots de Smaïl, hein, il y a les Maghrébins qui vont en France, c'est surtout pour le système social. Et je veux dire, et pour reprendre ces mots qui m'avaient fait énormément rire, c'est le Marocain qui va aux États-Unis, il peut devenir Elon Musk, et le Marocain qui émigre en France, il devient un RMiste, tu vois, je veux dire. Un RMiste ou Bilal Hassani. Alors, je sais pas si. Ah non, oui, il avait dit Bilal Hassani. Mais en fait, le problème, il va au-delà de ça. Il y en a qui s'adaptent bien, ils viennent, ils apportent quelque chose, tu vois, parce qu'ils sont ingénieurs, parce qu'ils veulent travailler et tout. Et c'est parce que tu fais pas de différenciation quand tu les, parce que c'est difficile, tu vois, tu vas avoir deux mêmes personnes qui arrivent, comment tu peux savoir quel est un et lequel va être un ingénieur, tu vois, comme tu as donné comme exemple. Donc, et le truc, c'est que ça veut dire qu'il faut avoir automatiquement, comme ce que tu vas avoir en fait à Dubaï, parce qu'à Dubaï, ils prennent les mêmes populations, ils les prennent en quantité même astronomique, puisque 90% de la population vient de ces territoires-là. Pour autant, il n'y a aucun acte comme ça. Mais pourquoi ? Parce que s'il y en a un qui bouge le petit doigt, le gars, il se retrouve en taule la vie. Mais c'est ça. Et c'est, voilà. Mais automatiquement, parce que t'as cette différence culturelle. Mais regarde, un truc tout bête, tu demandes à un de ces gars-là, je suis sûr, tu fais un sondage dans la rue avec ces personnes issues de l'immigration là, tu leur dis, voilà, si tu te retrouves 5 ans en tôle, comment tu le vis ? Et ils vont dire, bah c'est chaud, mais bon, c'est 5 ans, c'est que 5 ans. Tu le dis à un petit blanc français, 5 ans, pour lui, c'est la fin du monde déjà. Et même 6 mois, si le ciel lui tombe sur la tête, tu vois, il y a un rapport à la punition qui est même pas le même. Donc, mais je vais finir sur mes grooming gangs parce que justement, là, en fait, il y a une bombe dedans dont personne ne parle et qui pourtant est la clé de toute cette affaire-là aussi. Alors, on va reprendre un peu les affaires principales. Donc, la première, retenez bien Rotherham, donc de 97 à 2013. La deuxième, Rockdale, donc qui est devenu célèbre pour la diffusion d'un documentaire de la BBC en 2012, où un groupe de 9 hommes a été condamné pour avoir abusé de plusieurs jeunes filles, principalement issues des foyers d'accueil, pendant plusieurs années. Ensuite, il y a eu l'affaire d'Oxford de 2004 à 2012, connue sous le nom d'opération Bullfink. Cette affaire a conduit à la condamnation de 7 hommes pour l'exploitation de filles mineures. Les enquêtes ont révélé des abus d'une extrême brutalité, y compris des viols en réunion et des passages à tabac. Et à chaque fois, on est sur des gangs pakistanais. Toujours. C'est ouf. Et là où en fait, il y a un truc qui est un petit élément de détonation. C'est que, vous l'avez vu, donc le Premier ministre britannique, Keir Starmer, donc du parti Labour, donc la gauche britannique, s'est montré extrêmement virulent à l'encontre de ces manifestants-là, et blancs, donc les Britanniques qui ont commencé à sortir pour manifester dès le début. Il leur est rentré dans l'art en disant je vais m'occuper de votre cas, vous êtes des racistes, des islamophobes, enfin, vraiment, il leur est rentré dedans. Et en fait, en faisant ça, il a encore plus attisé la colère de tout le monde, et pas seulement parce qu'il leur est rentré dedans. Parce qu'il faut savoir que le Premier ministre britannique actuel, Keir Starmer, était en réalité directeur des poursuites judiciaires, donc Director of Public Prosecutions, dans la première affaire dont je vous ai parlé, celle de Rotherham. La pire des affaires. Et oui, et il avait été déjà à l'époque vivement critiqué sur sa gestion des affaires, des victimes et des familles, parce que justice ne leur a pas été rendue en l'occurrence. Il y a eu beaucoup, en fait, il y a beaucoup de cas en fait où les gars sont libérés après 5 ans, enfin la justice de merde comme à la française, quoi, hein, du même niveau. Et il y a eu aussi, par exemple, on a le cas donc d'une femme que j'ai retrouvée qui s'appelle Samantha Smith, qui a fait partie, donc, qui a été une des filles, petites filles, etc. Je crois même qu'elle était tombée enceinte de son agresseur, etc. Oui, et qu'il y avait une histoire comme quoi son agresseur avait le droit de voir l'enfant. Enfin, c'était un truc. Oh là là. Et elle a été passée sur JB News pour discuter donc des grooming gangs pakistanais à Telford. Et le lendemain même, où elle était passée à la télévision, des officiers avaient frappé à sa porte, exigeant qu'elle leur parle plus en détail des interviews. Donc en fait, il y a une sorte de pression colossale qui se met sur les victimes pour essayer d'éviter qu'elles parlent trop. On avait. Pour quelle raison ? C'est quoi qui motive ? Alors, par exemple, pour ce qui est des policiers.
En avril de l'année en cours, les derniers des 47 policiers enquêtés pour leur gestion des allégations historiques d'abus sur enfants à Rotterdam a été blanchi de toute faute. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant des années, les flics ont eu plein de preuves de ce qui se passait et ont fait comme si de rien n'était. Tout était passé sous silence. Les explications qui sont le plus données, c'est le fait qu'ils avaient peur d'être accusés de racisme. Oh là 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 là. Et dans cette affaire, c'est ça qui en fait péter les plombs aux gens, c'est que tout montre que dans le système, tout était défaillant, qu'il y avait une pression bizarre sur les flics qui osaient rien faire, etc. Et dans toute cette affaire, il y a eu du blanchiment de partout. Personne n'a été pointé du doigt comme étant tout ça responsable. À cause de la doxa gauchiste, en fait, tu vois, parce que tu as peur de te faire afficher par les gauchistes. Tu as peur de la shitstorm. Et en fait, là où c'est colossal, je te dis, c'est que c'est le Premier ministre britannique actuel qui était responsable de ce cas-là à l'époque. Et le gars, et c'est le même qui aujourd'hui montre une indifférence assez forte à la colère des Britanniques qui sortent dans la rue aujourd'hui parce que voilà, tu l'as remplacé. Parce que tu as des gosses qui peuvent crever par coup de couteau par un taré qui va se pointer aujourd'hui en Angleterre. L'horreur dans tout ça, je pense que tu vas y venir, c'est que quand tu es un influenceur d'extrême droite ou quand tu postes des trucs qui vont pas dans le sens de la doxa anglaise sur Internet, tu as des peines de prison qui peuvent être plus grosses que des enfants au Royaume-Uni. Exactement, donc il y a une image qui circule énormément. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on va reprendre comme ça. Tu as le Premier ministre qui, du coup, a fait un message en disant limite, je vais venir vous chercher chez vous, vous n'êtes pas prêts pour ce qui va vous tomber dessus, en parlant donc des manifestants. Donc, comme certains l'ont dit dans les commentaires, dans le chat, etc., tu as carrément des vidéos qui circulent où les policiers commencent en disant salam alaikum, où en fait ils se positionnent aujourd'hui. Les flics ne sont pas du tout positionnés comme étant le rempart entre les deux, mais comme étant les alliés du coup des minorités musulmanes. Sauf que là où ça pose problème, c'est que c'est pas juste les blancs qui se sont énervés et ça s'arrêtait là. Ce qui s'est passé derrière, c'est que les Pakistanais et les minorités musulmanes ont commencé à sortir dans la rue aussi, à s'armer. On a plein de vidéos qui circulent d'eux avec des machettes, des couteaux, etc. et à taper sur tous les blancs qui croisent. Et à taper les voitures qui croisent, à rentrer dans des bars, et à tout péter. Et où tu as des vidéos complètement hallucinantes où tu as ces gars-là qui s'en prennent aux flics et où tu as les flics qui leur expliquent non, mais vous en faites pas, on est là pour vous aider. On est du même côté. Et tu as une vidéo hallucinante où carrément tu as la police montée britannique qui charge du coup les manifestants britanniques blancs avec derrière des gars encagoulés noirs avec les couteaux qui crient derrière la police en mode à la Akbar derrière. Et c'est complètement lunaire ce qui est en train de se passer en ce moment au Royaume-Uni. Et donc c'est ça qui peut vraiment entraîner une guerre civile. Parce que les gens qui voient ça... En tout cas, les communautés aujourd'hui, les communautés britanniques ne vivent pas ensemble. Contrairement à tout ce qu'on a dit jusqu'à présent en disant, regardez, le communautarisme, machin, ça ne marche pas au Royaume-Uni. Ils ne se supportent pas. Ils se tapent dessus. Et donc, la seule chose qui est en train de se passer, en fait, aujourd'hui, alors avec une particularité de la gauche assez typique, occidentale assez typique de prendre fait et cause pour celui qui a la peau colorée. Mais en attendant, c'est que tu as un pouvoir qui se renforce comme un truc de malade pour devenir de plus en plus autoritaire. Exactement. On est au point où tu as des vidéos aujourd'hui qui circulent avec des gens qui ont mis pour avoir mis des commentaires racistes sur... Alors après, je sais pas, les commentaires en question, je les ai pas vus. En tout cas, c'est dit comme ça. Les commentaires racistes sur Facebook. Les gars la police retrouve l'adresse IP et est envoyée directement au domicile de la personne. Et on a des gars qui se sont retrouvés avec... Mais ça date déjà d'il y a un petit moment. Il y a des gars qui se retrouvent en tôle aujourd'hui, 2 mois de tôle, etc. pour des propos racistes tenus sur Internet. Et évidemment, toujours dans un sens unique. En parlant d'autoritarisme, la personne qui a remplacé le Premier ministre anglais en tant que directeur de la prosecution, le procureur principal d'Angleterre, procureur en chef, c'est une intervention qu'il a faite il y a quelques jours par rapport à tout ce qui se passe en Angleterre. C'est traduit par l'IA en français, pour que ce soit plus agréable pour tous. Mais écoutez-moi bien les propos de ce directeur, de ce chef de la prosecution en Angleterre, c'est aussi complètement lunaire. L'infraction d'incitation à la haine raciale implique la publication ou la distribution de matériel insultant ou abusif, destiné ou susceptible de provoquer la haine raciale. Donc, si vous retweetez cela, alors vous republiez cela et potentiellement vous commettez cette infraction. Et nous avons des officiers de police dédiés qui scrutent les réseaux sociaux. Leur travail consiste à rechercher ce matériel, puis à procéder à des arrestations d'identification et ainsi de suite. Donc, c'est
vraiment, vraiment sérieux. Les gens peuvent penser qu'ils ne font rien de mal. Ils le font. Et les conséquences leur seront imposées. C'est un enfer Imagine total. quoi. Pour un retweet, tu vas en tôle. Ouais. On en est dans un cas aujourd'hui où ils sont en train de faire de la place dans les prisons pour envoyer les prochains manifestants. Il y a carrément des fourgons qui circulent dans Londres qui sont avec des sortes d'antennes gigantesques avec des caméras reconnaissance faciale sur le haut du fourgon pour reconnaître qui sont les manifestants qui sont sortis, etc. Bref, on est dans une dystopie. On est dans Big Brother, c'est complètement taré, c'est complètement fou. Alors, dans ce moment complètement fou, les Américains ont cherché à aider comme ils pouvaient les Britanniques, puisqu'ils parlent donc, la même langue, en inondant les réseaux sociaux eux aussi d'insultes racistes, etc., pour compliquer le travail le plus possible de la police. Par exemple, je sais qu'ils envoient, voilà, pour le chat de la police britannique sur leur site, donc tu peux les contacter par internet, etc., était complètement inondé des Américains qui venaient les insulter directement là-dedans pour que leur service soit bloqué. Voilà, les différents postes de police, les différentes. En fait, il y en a plein en Angleterre qui ont leur propre site internet avec des chats où tu peux demander de l'aide dessus. Et ils commencent à balancer des grosses conneries, des gros trolls pour être sûr qu'ils soient bien saturés. Exactement, comme ça, pour complexifier un petit peu leur travail. Donc bon, ça c'est le petit truc assez marrant là-dedans, on va dire. Mais sinon, pour l'ensemble, c'est vraiment, c'est assez hallucinant. Après, alors pour ce qui est de petites statistiques comme ça qu'on peut rajouter, pour ce qui est de l'évolution démographique du pays dont vous avez parlé tout à l'heure, le Guise, il faut savoir que le nombre d'immigrés arrivant chaque année en Angleterre entre 1980 et 2022 est passé de 173 000 par an à 1,2 million. Par an. Ouais, c'est chaud bouillant. C'est énorme. Et il y a combien d'habitants ville de... Ouais. Ça doit être Lyon chaque année qui rentre, tu vois, un truc dans le genre. Il y a combien d'habitants en plus là-bas il n'y en a pas autant qu'en France, il me semble. Donc, c'est quoi? C'est 40 millions d'habitants, non Non, c'est à peu près pareil que nous. Ah ouais? C'est à peu près pareil que nous. Ouais. Ça doit être 60 millions et quelques. 66 millions, ouais. C'est à peu près pareil, mais même, t'imagines, t'as une ville comme Lyon qui débarque chaque année. T'as une ville comme Lyon qui débarque chaque année. T'as plus d'1% de la population. Ça fait quand même pas 1% de la population. Ceci, ça fait plus d'1% de la population, presque 2% qui sont des nouveaux immigrés chaque année. Cette donnée-là, je l'ai récupérée donc de l'Institut pour la justice de Pierre-Marie Sèvres. Et moi, ce qui me dégoûte le plus, c'est ces mecs-là. C'est ce directeur de la prosecution, c'est ce premier ministre anglais. C'est des mecs, t'as l'impression. Faut rajouter un autre truc. Ouais, mais juste par rapport à ça, c'est des mecs, t'as l'impression qu'ils ont zéro testostérone. Ils te parlent avec une voix super douce, avec le grand sourire, en étant des gros totalitaires. Donc en fait, c'est au Mussolini, mais avec une plume dans le et puis un grand sourire de bisounours. Avec la voix de François Hollande. Et un truc à rajouter quand même là-dessus, en fait. Et c'est ça aussi qui rajoute encore plus d'huile sur le feu. C'est pas dit directement, il n'y a pas une revendication sur ce que je vais vous dire après là, mais ça, pour moi, ça a un impact forcément. C'est que il faut savoir que aux élections donc générales britanniques de 2024, donc celle de cette année, on sait que le Parti travailliste a gagné, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en valeur absolue de nombre de voix, le Parti travailliste a eu moins de voix qu'en 2019. C'est-à-dire que, vu qu'en Angleterre, on est dans un système électoral qui est une énorme merde aussi, comme en France. Enfin, c'est pas le même, mais c'est de la merde, leur système. C'est quoi? C'est du suffrage indirect? Proportionnel. C'est pas une proportionnelle, c'est winner take all. C'est-à-dire que si tu as 3 candidats qui font 33%, celui qui a 33,1, enfin 33,4 du coup plutôt, est celui qui prendra la circonscription. En fait, c'est en un tour, quoi. Exactement. Et donc, en fait, tu peux te retrouver avec un gouvernement qui, en réalité, en valeur absolue sur la population, est minoritaire. C'est comme aux États-Unis. Comme aujourd'hui avec En Marche en France, tu vois. Donc, pour faire simple, tu as Zemmour, Le Pen et Mélenchon qui se présentent. Ils font tous 33%, mais Mélenchon fait 33 points, quelques pourcentages de plus. C'est lui qui prend le pouvoir face à une grande vague de droite. Et en fait, c'est ça qui est important, c'est qu'en fait, on nous a vendu le Labour, le retour du Labour, comme quoi ils ont gagné, etc. Machin. En fait, c'est un désastre aussi pour le Labour, dans le sens où en fait, ils ont eu moins de voix que quand ça a été un désastre pour eux il y a 5 ans. Donc on peut pas. Parce que quand ils n'ont pas été élus il y a 5 ans. Exactement. Il y a 5 ans, Jeremy Corbyn.
entre les autres Jeremy partis. Corbyn, il y a 5 ans, a eu en absolu 10 269 000 voix. Cette année, Keir Starmer en a eu 9,7 millions. Ah ouais. Et sur un pays de 66 millions d'habitants, donc on sait que les enfants Exactement. votent pas, on sait qu'il y a plein de gens qui votent pas, mais quand même, l'échelle, elle représente quand même quelque chose. Ça, c'est la démocratie, les gars. Vous avez 8 millions de Voilà. personnes qui décident que votre pays va devenir un trou amer de gauchistes. En fait, on a eu une baisse de votants sur ces 5 ans-là de 7,5%. On était à 67,5% de participation il y a 5 ans. Là, on est passé à 60% cette année, plus le fait qu'il y a eu le parti de Nigel Farage qui s'est ajouté dedans et qui, du coup, a eu involontairement cet effet-là en voulant dézinguer en fait, le parti conservateur britannique. Le Labour est passé comme ça. Et pour te dire à quel point c'est mal foutu, Nigel Farage, je crois qu'ils ont eu, pareil, en absolu, 3 millions et quelques voix, mais en nombre de sièges de députés, ils en ont que 2. Donc, c'est-à-dire que en même nombre de voix par rapport à un autre parti, je sais plus lequel, il y en a un qui en a eu 59 sièges, un truc dans le genre, et eux, ils en ont eu 2. J'ai plus le chiffre exact, mais c'est vraiment un rapport qui est complètement délirant. En pourcentage de la population, les gars, tu as 13% de la population qui a voté pour les gens qui sont au pouvoir au Royaume-Uni. Ouais. C'est ça. C'est ça. Donc le système est bien foutu. Oui, en fait, ça a ses avantages et ses inconvénients. C'est-à-dire que quand tu as ce genre de mécanique, le winner take all, tu es sûr derrière, du coup, de pouvoir gouverner. Tu vois, et de pas te retrouver dans une impasse. Le problème, c'est que quand tu es comme ça, putain, je l'ai en corse, mais je l'ai pas en français. Quand tu es comme ça, proche, très très proche, que tout le monde est très très proche et que tu gagnes de pas beaucoup, et même que tu gagnes même carrément avec même pas la majorité du vote populaire, ben, tu te retrouves avec un parlement et des politiques qui ne représentent pas du tout le peuple. Pas de légitimité. Et ça, c'est la merde. Ouais, il n'y a pas de légitimité, c'est ça. Et en fait, si tu veux, c'est aussi ça le truc, c'est qu'en fait, le Premier ministre actuel ne peut pas résoudre la situation, dans le sens où en fait, il est même pas légitime de par la population. Enfin, la population ne l'accepte même pas comme Premier ministre. En plus, il est embourbé lui aussi dans l'affaire de base, enfin dans une des affaires de base qui fait aussi que la population britannique est quand même assez agacée déjà sur ce sujet. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a tout ça qui est connecté, qui est beaucoup plus complexe de juste essayer de dire il y a l'extrême droite raciste qui attaque les musulmans. En fait, il y a tout un fond comme ça, complexe, de colère populaire assez sourde, qui a trouvé aucune autre manière de s'exprimer que de finir par attaquer des mosquées et des hôtels hébergeant les migrants. Ça, c'est une excellente explication du phénomène. Ouais. Et là, j'ai mon petit plus, moment, on va dire, comment on pourrait l'appeler, le moment impolitiquement correct. Non, politiquement incorrect, j'ai mélangé mes mots là. Alors, il y a du coup automatiquement, donc comme je l'ai dit, tension ethnique, etc. Ou qu'automatiquement, il y a plein de vidéos, et d'ailleurs Elon Musk alimente énormément ça, vidéos, photos, infographies, etc., qui circulent sur ces questions de différences culturelles, etc. Et il y en a une qui circule énormément, qui est un gros sujet de débat, c'est même passé chez Joe Rogan, etc. C'est la question de la consanguinité dans